Accord, désaccord, avec Guillaume Durand. Le grand casse-tête chinois, c'est la une du 1. Bonjour Eric Fettorino, c'est le journal que vous dirigez, toujours un journal thématique bien foutu, avec des points de vue qui sont à la fois des points de vue politiques, journalistiques et culturels, concernant justement l'évolution de la société chinoise. Est-ce que vous avez l'impression, je reviens à nos préoccupations françaises, que cette histoire de taxi est en train de sauter à la tête du gouvernement? Je voudrais qu'on écoute François Fillon, qui était ce matin sur RTL, qui considère qu'on ne peut pas se contenter d'un médiateur. On peut pas se contenter d'un médiateur. Ça, franchement, ça donne un sentiment d'impuissance du gouvernement qui, crise après crise, nomme des médiateurs. On a besoin que le gouvernement décide. Je sais que c'est difficile, mais il faut fixer un cadre général et on ne peut pas laisser la chienlit s'installer. Et François Fillon, puisque nous sommes avec lui, qui considère que plus le temps passe, moins il a envie de voter la réforme qui est celle de la déchéance de la nationalité. Plus le temps passe, moins j'ai envie de voter cette réforme. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage parce qu'il n'y a aucune raison d'inscrire la déchéance de nationalité dans la Constitution pour pouvoir déchoir de leur nationalité les terroristes. Une loi suffirait parfaitement. La Constitution, c'est pas un lieu où on met des symboles pour faire de la communication. Voilà donc les propos de François Fillon ce matin chez nos confrères d'RTL. On écoutera tout à l'heure sur les livres de Nicolas Sarkozy, le livre de Nicolas Sarkozy et les livres politiques en général, NKM, qui elle était sur France 2. Alors, j'en reviens à la question, Eric, est-ce que vous avez le sentiment que on est dans l'imprévisible, de l'imprévu, et donc une gestion de la crise par le gouvernement compliquée, que cette affaire de taxi qui continue ce matin? C'est compliqué, mais sincèrement, c'est pas nouveau. Vous savez, quand je vois ce qui se passe, je pense à cette phrase de Gramsci qu'on cite de temps en temps, c'est-à-dire que la crise, c'est quand le monde qui meurt n'arrive pas à mourir, et c'est quand celui qui naît hésite à naître. Et donc, on est dans ce moment-là, c'est-à-dire d'une économie qui n'est plus du tout l'économie qu'on a connue depuis presque un siècle. C'est une économie collaborative, une économie des plateformes avec des outils numériques assez extraordinaires, et le fait que cette vieille économie du chauffeur de taxi, avec les plaques, avec les licences, avec 220 000 ou 240 000 euros à un moment donné, il n'y a pas si longtemps, pour avoir une licence de taxi, c'est passé aujourd'hui à 120 ou 130 000 euros. Il y a un marché qui évolue complètement, qui n'a plus du tout les mêmes bases que ce qui était avant, et face à ça, la loi, les dirigeants sont complètement désarmés parce que c'est un fait. Taxi et 4000 VTC par exemple à Paris. Oui. Donc en fait le problème c'est que cette économie est peut-être en train de mourir, mais elle est dominante. C'est-à-dire que numériquement parlant, il y a beaucoup plus de taxis que de VTC. C'est bien pour ça que hier ils bloquent et puis ils peuvent faire masse. Ils peuvent encore faire masse. Mais pour moi le fond de l'affaire c'est quoi? C'est l'incapacité qu'a eu cette profession à s'adapter, à voir ce qui était en train de lui arriver. Cette ubérisation qui frappe l'économie, qui peut-être maintenant demain frappera la politique aussi. Ces espèces d'ellipses, de raccourcis, de circuits courts, où à la fois on dit on marchandise la vie privée, l'espace privé, mais en même temps c'est un système de confiance. La monnaie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La monnaie d'aujourd'hui et demain, c'est la confiance. Est-ce que j'ai confiance en qui me vend quelque chose? Est-ce qu'on a confiance dans le taxi aujourd'hui? Est-ce qu'on peut payer avec sa carte bleue? Non, très souvent on peut pas. Est-ce que on reçoit le service qu'on attend? Souvent pas du tout. Donc si vous voulez, et ça c'est pas depuis la semaine dernière. Guillaume, c'est pas depuis la semaine dernière. Dans un certain nombre de VTC comme Hitch, le problème de l'approximation du service est aussi présent. Mais oui, mais vous savez, c'est la question politique qui est posée aujourd'hui. Est-ce qu'un médiateur, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'on régule? Voilà. La question, c'est, vous savez, c'est quelque chose de sauvage entre guillemets qui surgit. Effectivement, Hitch, c'est plutôt les jeunes qui utilisent ça. Et je crois c'est entre 20h et minuit, 1h du matin pour trouver une voiture quelque part. Il y a, je crois, 10 000 conducteurs comme ça qui, sûrement sur Paris-Île-de-France. Mais ça, c'est quelque chose, c'est de l'initiative sauvage qui a en face d'elle une demande. Donc c'est bien ce qu'il faut voir. S'il n'y avait pas de demande face à ça... Pardonnez-moi de 20 ans, mais ça veut dire que la loi Thévenoud n'a servi à rien. Ça va tellement vite que la loi Thévenoud est inapplicable, inappliquée, et que de toute façon les contrôles dans la rue pour savoir ceux qui sont en règle et ceux qui sont pas en règle sont juste impossibles. Oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas la loi. La loi, c'est une lenteur, c'est une lourdeur. Il faut des lois, il faut des grands principes. On l'a vu encore hier avec le rapport Badinter. Il faut ça. Mais il faut aussi des réglementations qui puissent s'appliquer de façon rapide et qui soient, j'allais dire, pragmatiques, concrètes. Aujourd'hui, vous pouvez pas dire on est contre, ça n'existe pas. Si, ça existe. Donc il faut un moment donné, c'est comme le numérique, c'est comme Internet, on peut pas légiférer comme ça, il faut voir comment ça s'organise et ensuite essayer de mettre du droit et du règlement. Nous allons parler évidemment de la Chine, c'est la une du 1, et nous allons parler de la situation politique. Je voudrais qu'on écoute François Bayrou qui était sur France Inter ce matin, il parle carrément avec une certaine solennité du scandale de la réforme du collège.
La réforme du collège est un affront à une certaine idée que la France s'est faite tout au long de son existence de l'éducation. Le fait qu'on réserve à des privilégiés des enseignements qui étaient hier offerts à tous, c'est une atteinte profonde aux valeurs de l'éducation nationale. Les humanités classiques qui ont été la base de l'éducation de la France pendant des siècles sont rayées d'un trait de plume. Et prenez cette affaire de la suppression des classes bilingues qui étaient hier offertes sur l'ensemble du territoire. Elles seront conservées à 100% à Paris et elles seront supprimées partout ailleurs en France. Pour moi, c'est un deuxième affront. Et on passe évidemment directement des réflexions de François Bayrou pour continuer ce zapping, de l'éducation au livre politique avec Nathalie Kosciusko-Morizet, interrogée sur France 2 sur le livre, à propos du livre de Nicolas Sarkozy. Moi, je trouve ça bien de coucher sur le papier les convictions. Par ailleurs, concernant Nicolas Sarkozy, je trouve que quand on a eu le pouvoir, on a deux exigences. Évidemment, l'exigence de résultats, et l'exigence aussi de transparence, de retour sur soi. Il a parlé de retour d'expérience. Je trouve que c'est une bonne expression. Et d'ailleurs, là aussi, ce serait injuste quelque part de l'appliquer seulement à Nicolas Sarkozy. Moi, j'attends la même chose de tous les dirigeants politiques qui ont exercé le pouvoir, moi inclus. Et un jour, je voudrais que François Hollande fasse la même chose. Voilà, pour NKM, je rappelle que vous dirigez le 1, avec le titre, c'est le grand casse-tête chinois. Éric Fotorino, vous êtes aussi romancier. Est-ce que vous considérez que le livre politique est une tradition en France, est-ce que vous considérez que le livre politique est utile? C'est-à-dire que les primaires ont déjà commencé à droite avec cette avalanche de livres. Moi, je trouve que c'est vrai que je suis un ami du livre et je considère que s'exprimer encore aujourd'hui en 2016 avec un livre, alors qu'on voit bien que c'est les réseaux sociaux, que c'est Internet, etc., qui sont les modes d'expression devenus quasiment dominants. Je crois qu'il y a quelque chose, justement, une rémanence de ce que sont nos institutions et de ce que c'est notre vie politique qui est plutôt intéressante et peut-être même rassurante. Maintenant, je pense qu'il y a livre et livre politique. C'est-à-dire qu'il y a des livres vraiment de circonstances qui ne dureront pas plus de 3 mois, qui sont une sorte de programme imprimé, broché. Et puis, il y a une vraie réflexion de fond sur la politique. Moi, je n'ai pas lu le livre de Nicolas Sarkozy. Je pense que je comprends que... c'est une revisite de son quinquennat. Il nous dit toutes les erreurs. Il n'avait jamais dit vraiment, apparemment, aussi clairement toutes les erreurs. Il en fait peut-être même un peu trop, si j'ai bien lu quelques commentaires déjà là-dessus. Je pense bien sûr que c'est utile. Je pense que ce n'est pas non plus quelque chose qui va faire regagner de la confiance. Parce que tout le monde voit bien, on voit Alain Juppé qui fait ses 3 livres, après il fera des fascicules, etc. Jean-François Copé qui publie son livre. Bon, je pense que ça dit long aussi, je trouve, sur le fait que les partis ne sont plus des partis, mais sont des additions d'écuries et où chacun brandit son programme ou brandit qui il est à travers des livres. Grande interrogation du monde entier, puisqu'on parle parfois d'ailleurs d'une menace, d'une crise financière. C'est une certaine forme de fin du miracle chinois. C'est la une, par exemple, de votre journal, donc le 1. Et je vous pose directement la question, puisque là, il y a de très nombreux spécialistes qui ont répondu. Est-ce que nous sommes en train de nous choper en pleine figure, justement, une récession qui viendrait de Chine, puisque le miracle chinois à 2 chiffres serait en train, de revenir en arrière. Le risque est grand, effectivement, quand on lit Jean-Luc Domnac, ce grand spécialiste de la Chine, ou Jean-Michel Quatrepoint, spécialiste de l'économie. Mais encore une fois, là aussi, il était prévisible. C'est-à-dire que la Chine, pendant 30 ans, a eu une croissance à 2 chiffres. Et depuis quelques années, ça ralentit. Pourquoi ? Parce que les salaires ont monté. Il y a eu une aspiration, une demande populaire, et le parti ne pouvait pas maintenir comme ça des prix si bas. Donc il y a de la concurrence. Il y a des fuites de capitaux très importantes, 1000 milliards de dollars dans l'année 2015, la seule année 2015. Et pourquoi ? Alors ça, c'est très intéressant, à cause de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire qu'effectivement, le gouvernement chinois, le pouvoir chinois, depuis 2013, s'est attaqué à ce fléau. Dont les économistes vous disent que c'est pas toujours un fléau, qu'il peut y avoir que ça met un peu de beurre dans les épinards et d'huile dans les rouages de l'économie. Du coup, l'économie chinoise est vraiment non pas affaiblie terriblement. Il faut pas non plus voir se dresser des fantômes économiques en Chine. Mais il y a effectivement une croissance qui sera moins forte, une demande moins forte de l'extérieur, et par conséquence, dans cette mondialisation, les interactions font que ce qui se passe en Chine, on peut dire que quand la Chine éternue, tout le monde s'enrhume un peu. C'est la une du 1.
Voilà, c'est une formule, c'est Exactement, la une. bon slogan. C'est la une du 1. Merci Eric Fotorino d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Vous avez rendez-vous avec la bourse justement parce que la situation est assez tendue avec Christelle Tadjian. Que se passe-t-il? Nous allons voir ça dans une seconde.